Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans Safia t'en parle, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de Kenza. Comment ça va? Ça va, salam alaikum tout le monde, je suis très contente d'être là avec toi pour partager un épisode pour la première fois en plus. Je suis très contente aussi de pouvoir te recevoir. Le sujet d'aujourd'hui c'est le hijab. À travers cet épisode on va aborder l'obligation qu'est le hijab, les bienfaits qui en découlent et évidemment les petits obstacles qu'on a traversés. Et on finira par donner tous nos conseils, Inch'Allah. Vous allez voir, ça va être un épisode avec beaucoup de bienveillance, motivant et aussi riche en anecdotes. J'espère qu'on aura plein de story time. On a beaucoup de choses à se dire, ne t'inquiète pas. Alors Kenza, est-ce que tu peux te présenter? Et pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, Kenza est podcasteuse également, donc anciennement du podcast Au cœur de soi. Est-ce qu'on peut dire que tu es en train de retravailler un petit peu? Ouais, c'est ça exactement. Il y aura un petit changement de DA, un petit changement d'ambiance, donc faut rester branché pour voir tout ça. Je vous partagerai tout de toute façon en description. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Kenza, j'ai 24 ans, je suis étudiante en microbiologie et j'ai comme projet, Inch'Allah, d'être chef de projet dans tout ce qui est sciences, recherche, etc. Je l'espère, qu'Allah me le permette. Et à part ça, comme elle l'a dit, je suis podcasteuse depuis maintenant 1 an, mais je suis sur les réseaux depuis assez longtemps où je faisais un petit peu des spaces, etc., des lives sur les réseaux sociaux en parlant de plusieurs sujets. Donc disons que je suis passionnée de tellement de choses que je sais plus où donner de la tête, mais voilà un peu le personnage. J'aime parler de beaucoup de choses et beaucoup de sujets me passionnent. Ouais, mais c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je t'ai découvert sur Twitter, il me semble. Oui, j'ai vu. Voilà, ouais. C'est là-bas je te suivais, je regardais tous tes threads, t'étais hyper active. Il y avait beaucoup de choses que tu partageais, Allahumma barik. J'espère que tu vas vite revenir d'ailleurs. Alors la première question, elle est assez simple. Avant de vous partager, bien évidemment, on va pas parler sans preuve ni quoi que ce soit. On va vous partager des versets qui parlent du hijab justement, des hadiths. Mais une première question, comment est-ce qu'on a introduit le voile dans nos vies? Kenza, je te donne la parole. Alors pour moi je pense que comme toute femme qui commence un petit peu à songer au voile, c'est un cheminement personnel, donc ça va différer d'une femme à l'autre. Pour moi en général on commence à penser à ça quand on commence à prendre de l'âge. Certaines femmes vont commencer dès 13 ans, dès 14 ans, d'autres c'est au moment où tu sais on commence un peu à découvrir notre corps, notre rapport à la féminité, notre rapport au monde. Et pour moi c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions avec notre relation avec Allah. On commence à se renseigner sur les versets, on commence à lire les tafsirs, faire beaucoup de choses. Et en fait on se rend compte que c'est une obligation et c'est à ce moment là en fait qu'il y a ce truc là de on l'introduit enfin dans nos vies parce que du coup c'est un cheminement qui je pense que c'est un coin de nos têtes mais on n'ose pas forcément passer le cap parce qu'il y a beaucoup de contraintes etc à côté, donc on l'introduit avec un cheminement personnel réfléchi parce que ça reste pas, c'est pas une décision prise que à la tu légère, prends du jour au lendemain. Exactement, c'est pas, les gens pensent que c'est comme ça, tu te réveilles, t'es voilée, mais ça reste quand même quelque chose que tu n'es pas censé enlever par la suite, donc ça reste une grande décision et donc on l'introduit comme ça en fait en se renseignant sur le sujet. Ça a été ton cas du coup toi aussi? Ouais, exactement, moi j'y ai pensé quand j'avais 16 ans, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avais pas cette motivation. En fait, c'est passé dans ma tête, mais je me suis pas dit il faut que je le fasse. Parce qu'en fait, j'étais pas assez renseignée, j'ai pas pris le temps de lire les versets. Pour moi, c'était un truc, mais c'était pas forcément obligatoire. Je voyais pas en fait la gravité de la chose si à un moment de ma vie je le portais pas. Et c'est plus tard, quand j'ai commencé à m'approcher d'Allah, à faire un petit peu on va dire, ce pas-là vers lui, que j'ai commencé à me renseigner davantage. Et là, ma vision, elle a changé en fait. Je me suis dit. À un moment donné, il faut s'y plonger dans tous les cas. Et là, je suis devenue beaucoup plus active. Et c'est à ce moment-là que mon cheminement a pris un autre tournant, et même par rapport aux épreuves, etc. Je me suis dit, il faut que je les mette dans ma vie quelque part. Parce que j'avais l'impression, c'est pas qu'il manquait que ça, parce qu'on a forcément des manquements. On n'est pas parfait absolument sur tout. Mais dans ma féminité à moi, dans ma vision de ce que j'étais, il manquait quelque chose. Et j'avais l'impression en fait que j'ai beau faire tout ce que je pouvais, tout ce que je voulais, etc. J'avais pas ce truc-là à l'intérieur, genre de paix, tu vois. Je me disais, il manque quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais il manquait quelque chose. Le hijab du coup. Et ça fait combien de temps que tu le portes? Moi je le porte maintenant depuis 4 ans. Et j'ai encore la date en tête d'ailleurs. C'est le 31 mars 2021. Ok, donc t'as dépassé les 4 ans là, il y a pas longtemps. Ouais, subhanallah. Et en fait c'est passé tellement vite. Je me suis pas rendu compte. Genre quand j'y pense, je me dis 4 ans. Et la moi du début et la moi d'aujourd'hui, il y a eu tellement de changements sur ça. Que voilà, on aura l'occasion d'en discuter, mais c'est incroyable. Donc ouais, on l'introduit vraiment avec un cheminement bien réfléchi. C'est important aussi de bien s'entourer, de ne pas hésiter à poser des questions. Parfois on fait le cheminement un peu dans son coin, parce qu'il y a certaines personnes du coup malheureusement qui sont dans des familles où elles ne peuvent pas forcément partager. Mais on l'introduit en fait avec un grand travail sur soi,
un grand, on va dire, développement intérieur et ça viendra tôt ou tard, je pense, Ouais. dans la tête d'une femme. Il faut juste en fait savoir être active et vraiment se renseigner et chercher les choses et ne pas être dans le déni aussi et de ne pas laisser Shaitan prendre le dessus. Aussi, bien sûr. Mais je pense que c'est à peu près pareil. Moi, je sais que c'est venu au fur et à mesure, c'est venu crescendo, mais bizarrement, la notion d'obligation, je l'ai eu très tôt. Peut-être que c'était avec mon entourage, ou je sais pas. J'avais compris que c'était une obligation, mais je me disais pour plus tard. Vraiment comme tout le monde, hein. Je me disais pour plus tard, et au final, alhamdoulilah, au fur et à mesure, le temps il passe et tu finis par découvrir ta religion, tu finis par comprendre certaines choses et tu te dis ah ouais, ok. C'est une obligation et je suis pas censée rigoler avec et je suis pas censée la repousser non plus. Mais après, bien évidemment, chaque personne avance à son rythme. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, Kenza, ça fait 4 ans que tu le mets. Et moi, ça fait... attendez, je sais pas combien de temps parce que j'ai pas de date précise. Mais on va dire officiellement après le mois de Ramadan, tu vois. Ah, t'as bien de profité cette année. Du mois aussi pour... Ouais. Même pendant le mois de Ramadan, je le mettais souvent, enfin je le mettais tout le temps, etc. Je me disais, tant qu'à faire, on est dans un mois qui est béni, je vais essayer d'utiliser entre guillemets cette excuse-là pour pouvoir le mettre tout le temps. Et au final, c'est resté une habitude. Mais voilà, ça arrivait crescendo, on va en parler après. Donc on poursuit. Comment est-ce que tu as vécu tes débuts avec le hijab et surtout, est-ce qu'il y a eu des réactions marquantes autour de toi? Alors, moi, franchement, mes débuts, alhamdoulilah, par rapport à mes parents, je n'ai pas du tout eu de soucis. Je pense que la seule question qu'ils m'ont vraiment posée, et les deux, c'était la même chose, c'était par rapport aux études. Elles m'ont dit, est-ce que ça va te bloquer en termes d'avenir? Et aussi, je pense qu'ils sont au courant du climat un peu islamophobe en France. Donc, ils ont eu un petit peu peur, mais ils m'ont jamais dit de ne pas le mettre. Ils ne se sont jamais, en fait, interposés dans cette décision-là. Donc, d'un point de vue parents, alhamdoulilah, j'ai eu aucun souci. Cela dit, malheureusement, chez d'autres membres de la famille, ça a été un peu comme un choc parce que j'étais quelqu'un de... Bon, je le suis toujours d'une différente manière, mais très coquette. C'est-à-dire qu'on me voyait tout le temps bien m'habiller, tout le temps... Je ne dis pas que je suis pas bien habillée maintenant, mais différemment. C'est juste qu'avant, on va dire, je le montrais d'une différente manière qui n'était pas forcément saine. Et même si les gens à l'extérieur le voyaient comme quelque chose de bien, on me complimentait souvent, etc., c'était pas quelque chose qui me touchait en fait. J'étais pas vraiment heureuse. Et ces membres-là de la famille, quand ils ont vu que je me suis voilée, en fait ça a été un choc parce que moi j'en ai parlé à personne. Vraiment mon cheminement je l'ai fait dans mon coin, j'ai dit à personne que je réfléchissais. Même mes copines elles le savaient pas, même elles sont venues un matin, elles m'ont vu voilée, etc. Elles étaient surprises, mais pas... En fait, elles n'étaient pas surprises dans le sens, elles s'y attendaient pas, mais pas aussi vite. Parce qu'en fait, la transition, elle a été vraiment brutale. Et donc, oui, les réactions, il y a juste quelques membres de ma famille qui n'ont pas trop compris, qui ont des mots un peu durs, je vais pas te mentir. C'est un petit peu, tu sais, quand tu viens de commencer, t'es un petit peu dans l'euphorie, tu te dis ah je suis voilée, alhamdoulilah, mais c'est à ce moment-là que Shaitan il va le plus venir parce que c'est au moment où t'es le plus vulnérable. C'est ça, c'est sensible encore. Exactement, t'es encore sensible, c'est pas ancré, t'as pas encore fait face à toutes les remarques à l'extérieur, donc t'es pas forgé on va dire. Et recevoir des commentaires de ta famille, alors des gens qui sont censés être plus proches de toi, donc ça te touche encore plus davantage. Quand c'est à l'extérieur, tu te dis ils ne me connaissent pas, ils parlent sans fondement. Alors que la famille, tu te dis quand même, c'est des gens qui ont grandi avec moi. Et qui vont faire attention à ce qu'ils disent aussi. Exactement. Et ils n'ont pas forcément fait attention malheureusement. Donc c'était semé d'embûches. Je pense que j'en ai même pleuré plusieurs fois. Parce que du coup j'avais l'impression qu'il y avait des comportements qui changeaient à mon égard. Ou qu'on me voyait... en fait on me voyait tout de suite comme la fille avec qui on peut pas rigoler. Comme si je m'étais enfermée dans quelque chose. Alors que pour eux c'était un enfermement. Pour moi c'était une liberté. Pour moi enfin je respirais. Tu vois. Mais pour eux j'étais en train de mourir. Tu vois, si je l'écoutais. Parce que ils comprenaient pas, en fait ils ont pas, j'ai un côté de ma famille malheureusement ils sont musulmans, il n'y a pas de souci, mais tu connais un petit peu dans certaines de nos familles, ils ont pas ce rapport là à la pratique et on va dire ils prennent quelques trucs et on rejette d'autres et malheureusement du coup ça s'impacte sur nous et c'est peut-être un manque d'information, un manque de renseignement, peut-être que c'est même pas d'une mauvaise intention de base, mais les mots ont des impacts et ça te blesse quand même, tu vois. Et comment est-ce que tu as fait pour faire face en fait à ces critiques? Oui, alors moi franchement ce que je me suis dit, je me suis toujours gardé en tête le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que viendra un temps où en fait pratiquer sa religion ça deviendra aussi dur, je crois que c'est tenir une braise dans sa main, un truc comme ça. En fait je me dis on est dans une période ou dans une époque où en fait le véridique on va le prendre pour le menteur et le menteur on va le prendre pour le véridique. Donc moi je me suis un petit peu fait violence sur ça, je me suis dit s'il y a autant de critiques c'est que je suis sur la bonne voie. En fait
c'est arrivé à un moment de ma vie où j'ai tellement vécu d'épreuves que ça a été comme une délivrance. En fait, pour moi, et je sais pourquoi je dis ça, c'est en fait c'était tellement un enchaînement d'épreuves, pour moi c'est venu comme une récompense quand je me suis voilée. J'avais délaissé quelque chose pour Allah et il me l'a remplacé par le voile. Alors que subhanallah, j'y pensais pas 3 mois avant. Genre vraiment c'est arrivé d'un coup, même aujourd'hui quand j'y pense, ça m'émeut parce que je me dis comment ça se fait, en fait, je me dis comment ça se fait que je suis passée du tout comme ça et que j'ai été autant en paix dès le début, alors qu'en général, au début, bon, je dis pas non plus que c'est parfait, dur, hein, oui. Ça reste encore un chemin, la foi, c'est pas constant, mais ça a tellement été, en fait, quelque chose de bénéfique dans ma tête que les commentaires, on va dire, mon cerveau, il en faisait abstraction. Ça me touchait quand même, hein, je vais pas mentir, on reste humain, etc. C'est normal. Mais après réflexion, tu sais, moi je ressens mes émotions, je pleure, je sors tout, et après je réfléchis. Je me dis, c'est pas parce qu'en fait les gens ne reflètent pas ce que je suis, c'est-à-dire c'est pas parce que quelqu'un va critiquer ce que je fais que c'est forcément critiquable. Peut-être que c'est le reflet de la personne en elle-même, tu vois, qu'elle essaye de me transmettre à moi. Donc c'est juste un travail sur moi qui n'a pas été facile, hein. C'est pour ça qu'au début je conseille de pas être dur envers soi-même, parce que vraiment on a l'impression qu'on doit être en pierre, hyper forte, ne jamais être touchée, etc. Mais Allah il le sait. Il sait très bien, Allah, qu'en tant que femme dans la société d'aujourd'hui, tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué pour une femme de faire ce choix-là dans la société d'aujourd'hui. Donc déjà, je me disais, c'est Allah m'a choisi, c'est Allah m'a mis cette idée dans le cœur là, c'est qu'il voulait que je le fasse et qu'il savait que c'était le moment. Je trouve que c'est une bonne chose de directement se rattacher à la religion quand tu sens que quand tu as des critiques à gauche à droite, parce que par exemple il y a des personnes, tout de suite ils vont rentrer dans l'affrontement avec les personnes qui font des mauvaises critiques. Donc bien évidemment tu as ce truc là où tu dois un peu essayer de discuter avec la personne, d'essayer de lui faire comprendre que c'est un cheminement spirituel, que c'est pas arrivé du jour au lendemain, que t'es pas endoctriné, que ça change rien à ta personne, que tu restes exactement la même, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'est une forme de tawakkul, se dire que voilà, Allah il m'a choisi pour, j'honore ce bienfait qu'il m'a accordé et je me rattache à lui. C'est vrai que j'ai l'impression que moi aussi ça a aussi un peu été comme ça. Et je pense que c'est un peu pareil, hein. Dans nos familles, il y a une génération dans nos familles, généralement c'est la deuxième génération, c'est ceux qui ont vraiment été dans ce truc là de on pratique mais attention on montre pas trop parce qu'on a un peu peur des autres, de ce qu'ils vont penser, donc comme t'as dit ils vont prendre certaines obligations et puis le reste en gros faut pas que ce soit voyant, tu vois. Exactement. Ils vont pratiquer dans leur coin mais ils vont jamais se montrer, jamais être trop voyants, attention comment on s'habille, comment ceci, comment cela, et donc du coup eux aussi des fois ils peuvent avoir des remarques un peu reloues, mais je sais pas comment dire, genre des fois ils vont avoir peur pour toi, donc en fait c'est juste le reflet de leur peur, et ce manque-là aussi, ou cette peur d'oser. Et j'ai l'impression que notre génération, on ose beaucoup plus facilement que celle de nos parents. Et toi, ça va, t'as pas eu de remarques lors de tes débuts? Un peu quand même. Hein. Ah ouais? Un peu quand même. Famille proche ou un peu plus? Famille proche, ouais. Famille plus loin. Généralement, ils ont pas... c'est pas qu'ils ont pas trop leur mot à dire, mais vu que je les vois pas souvent, etc. Ouais. Mais ouais, c'est un peu par rapport au travail. Bah, tu viens de finir les études, comment est-ce que tu vas faire pour trouver du travail? On est en France, on se fait agresser, il faut faire attention. Ça, je comprends totalement d'ailleurs. Et vraiment, tous les jours, tu tombes sur des trucs, tu te dis, mais comment est-ce que... Alhamdoulilah, que ça peut arriver à tout le monde. C'est une peur légitime. Voilà, tu vois, il y a cette peur quand même là. Mais ouais, par rapport aux études, par rapport au mariage aussi, comment est-ce que tu vas faire pour trouver un mari? Ça... Franchement, si je te raconte une anecdote, la dernière fois on était allé à c'était pas vraiment une fête, mais c'était plus un petit regroupement de Kabyles à Paris, pour une occasion... C'est pas vraiment une fête, c'est juste un petit regroupement. Et la première remarque que j'ai eue, c'est « Dommage, tu es voilée, tu vas pas pouvoir trouver de mari là-bas, etc. » Comme si c'était un frein, alors que j'y allais pas pour trouver de mari, déjà, premièrement. Mais en fait, vraiment, ils pensent que en mettant ça, tu te bloques toutes les portes, tu n'es plus une femme en fait, t'as plus rien qui peut attirer, alors qu'au contraire, on pourra en parler après, mais pour moi, faut pas du tout vraiment se dire que ton voile va t'empêcher de te marier, absolument pas, bien au contraire, je trouve que c'est une très bonne sélection naturelle. Voilà. Genre vraiment, c'est un très bon... On est d'accord, mais ouais, cette remarque-là, je comprends pas, moi, ce truc-là de tu vas pas trouver de mari, mais Allah, il a déjà choisi mon mari. Exactement. Et même, il y a des femmes qui portent le niqab, par exemple, dans d'autres pays, personne n'a vu leur visage, mais subhanallah, elles arrivent à se marier. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui nous a motivés et ce qui nous a poussés à le mettre. C'est vrai que toi, tu nous as dit que c'est venu un peu, pas forcément du jour au lendemain. Ouais, c'était pas vraiment du jour au lendemain. Mais t'as pas trop parlé de ton cheminement, etc. À tes proches, à tes amis, à ta famille. Ouais, parce qu'en fait, j'avais aussi peur, tu sais, qu'en en parlant,
je puisse avoir de l'influence avant même d'avoir pris la décision. Je sais pas comment t'expliquer. Si je leur en parle et qu'au final ils essayent de me convaincre de pas le faire, ça va limite aider les mauvaises insufflations et les west-west à s'installer encore plus. Donc j'ai préféré me protéger. Et pour un petit peu te dire ce qui m'a poussée à le mettre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment cette volonté-là d'être plus cohérente entre ce que moi je croyais et le fait que j'étais musulmane et ce que je renvoyais à l'extérieur. Et encore une fois, c'était vraiment pas du jour au lendemain. J'en ai regardé des vidéos YouTube de femmes qui s'étaient voilées, qui ont fait des... Elles faisaient en fait un petit peu, je sais pas comment on appelle, une hijab story. Ah oui, elles racontent un petit peu leur cheminement et ça m'a énormément aidée. Je me rappelle très bien avoir pleuré sur plusieurs et c'est là où j'ai compris en fait que si ça me touchait autant, c'est que c'est un truc un peu que le cœur a envie. Même s'il a raison, en général on se dit la société, le travail, etc. Mais quand tu y penses, tu te dis on suit le cœur. Est-ce que t'as des... Désolée, je te coupe. Est-ce que t'as des youtubeuses que t'as en tête justement qui ont fait des hijab stories Alors j'ai pas, je suis désolée, j'ai archi pas leur prénom comme ça. Parce que genre, je regardais tellement plein sur le tag, c'était en 2021 quand même. Ah oui, donc ça remonte un petit donc peu. Vraiment, je me rappelle pas, mais il y en a plein. N'hésitez vraiment pas à aller sur YouTube et taper Hijab Story, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle te raconte aussi comment le la décision est venue et comment en fait elles ont fait face aux épreuves, etc. Et ça m'a vraiment aidée parce que je me suis identifiée à plein de femmes et je me suis dit, si elle ressent ça, c'est moi aussi, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, donc il faut que je m'applique. Donc non, c'est pas venu du jour au lendemain, j'ai quand même réfléchi. C'est juste que entre le moment de la réflexion où je l'ai porté, enfin non, entre le moment où j'y pensais pas du tout et où j'ai commencé à réfléchir, c'est ça qui est venu un peu brusquement. En fait, c'est à ce moment-là j'ai commencé à y penser du jour au lendemain, c'est ça en fait. Et après, il y a eu un temps d'adaptation, 3-4 mois même plus, où je réfléchissais encore, j'ai hésité, je me disais demain, non en fait, c'est pas demain, etc. Est-ce que tu t'as senti que ta relation avec Allah, elle a changé depuis que tu portes le voile? Alors oui, je pense que c'est inévitable. Genre vraiment, parce que quand tu le portes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le voile, c'est pas juste tu le portes et c'est terminé. C'est tout un comportement qui va avec. C'est des habitudes qui changent. Donc en fait, par respect pour ce voile, tu vas un petit peu, toi, censurer, tu vas éviter d'aller à certains endroits, tu vas arrêter de fréquenter certaines personnes, tu vas en fait, même si au fond de toi tu as la tentation, tu as l'envie, il y a un voile sur ta tête, donc automatiquement, et il faut pas prendre ça pour de l'hypocrisie, c'est pas vraiment de l'hypocrisie, c'est de la discipline, et vaut mieux ça que le contraire. En fait, par respect pour ton voile, tu vas t'empêcher d'aller à certains endroits, et en fait ça m'a empêché de faire j'ai arrêté beaucoup de péchés que je faisais avant, tu vois, que j'arrivais pas forcément à arrêter, et quand je l'ai mis, c'était un peu en mode je suis obligée d'arrêter parce que je le porte et maintenant je peux pas me permettre de faire certaines choses, d'être à certains endroits parce que je représente en fait, maintenant quand on voit à l'extérieur on sait que je suis musulmane, je suis identifiée, donc c'est pas, il y a un petit peu un côté de, c'est un peu la honte de faire des choses comme ça alors que je porte le voile, et aussi la peur aussi de salir ma religion et que du coup on se permette de dire n'importe quoi sur ma religion parce que moi je la représente et d'or je fais n'importe quoi, même si encore une fois je porte pas tout le poids du monde sur mes épaules, mais quand même en tant qu'individu on compte à l'extérieur et on a l'image de l'islam. Donc ça m'a évité des péchés, ça m'a approché d'Allah parce que quand tu t'approches de lui, il s'approche davantage de toi et du coup t'as plus de respect en fait pour ta religion, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est plus de discipline. Que du plus. Que du plus. Ouais, franchement que du plus. En termes de religion, c'est pas possible qu'il y ait du négatif. Mais c'est vrai que sur ce truc-là de perfection, il y a plusieurs sœurs qui osent pas le porter parce qu'elles disent faut que je sois parfaite. Exactement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande pas d'être dans la perfection, ça n'existe pas. Il nous demande juste d'être la meilleure version de nous-mêmes et forcément, ça arrive au fur et à mesure. Il y a des moments où tu vas avoir des baisses de foi, il y a des moments où tu vas reprendre des péchés, il y a des moments où tu vas les arrêter. Ça fluctue énormément, mais t'as pas besoin d'être parfaite pour pouvoir le mettre. Mais du coup, je me permets de répondre à cette question-là parce que je trouve qu'elle est, elle est assez intéressante. Moi, je sais qu'il y a eu tout un cheminement, tout un développement avant que je le mette. Et le podcast, d'ailleurs, alhamdoulilah, ça m'a énormément aidée. Parce que j'étais dans ce truc-là de chaque semaine, je suis en train de creuser sur un sujet qui m'intéresse, un sujet que j'aime, un sujet qui me permet d'en découvrir davantage sur ma religion, davantage sur l'islam, etc. Donc j'avais l'impression que déjà, petit à petit, ma foi, elle était en train d'augmenter. Et j'ai l'impression que le hijab, c'est venu confirmer cette hausse de foi, ou en tout cas ce cheminement sur lequel je travaillais depuis peut-être 2 ans maintenant, tu vois. Tout à l'heure en off, on a un peu parlé de la question de la pudeur, et je me suis permise de rajouter ça juste avant l'épisode. Forcément,
ça a peut-être changé quelque chose pour nous au niveau de la pudeur, sachant que la pudeur c'est un tout, vraiment c'est au niveau du comportement, c'est au niveau de comment est-ce qu'on s'habille, de comment est-ce qu'on... tout ce qui est en lien un peu avec la beauté, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est assez fort. Est-ce que toi, tu as senti que ça avait changé quelque chose au niveau de justement cette pudeur-là? Alors, moi avant, en vrai, j'avais déjà un rapport avec la pudeur dans le sens où même si j'étais pas voilée, en termes de vêtements, j'étais pas, alhamdoulilah, j'étais assez pudique. Et même par rapport à mon caractère, je suis quelqu'un de très timide. Donc je me fais pas trop remarquer, etc. J'avais pas les comportements qui étaient impudiques, on va dire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à le porter, encore une fois on revient à la même chose que tout à l'heure, par respect aussi pour ce voile-là, et tu t'approches d'Allah en fait, tu as fait ce pas-là envers Allah, donc tu veux que tout le reste soit cohérent aussi, bah tu te tiens un peu mieux, on va dire. La pudeur, elle va augmenter et surtout tu comprends différemment la pudeur aussi, tu comprends son importance et pourquoi Allah il insiste autant dessus en islam. Parce que quand t'as pas les informations, tu vois, certaines femmes voient ça comme un enfermement. Comme si on les empêchait un petit peu de parler, comme si on les empêchait d'exister, de vivre. Alors que le voile, ça ne t'empêche pas du tout de vivre. Ça va juste mettre une certaine pudeur, une certaine retenue dans ta vie qui est saine. Elle va mettre en fait, ce voile-là et la religion va mettre un cadre à chaque aspect de ta vie. Comme ça, tu arrives en fait à faire chaque chose dans les règles de l'art et que tu puisses pas dévier et laisser ton cœur dévier. Donc la pudeur, ça reste un grand sujet. C'est quelque chose de compliqué pour beaucoup de femmes parce que même lorsque tu le portes, hein, t'as du mal un petit peu avec la pudeur après parce que avec, tu sais, la société, les standards de mode, les choses qu'on voit tous les jours. Surtout en Occident et en France, c'est davantage compliqué. Ouais, surtout là où on habite, en fait on est sujette à plein de tentations, de A à Z, de gauche-droite, partout. Donc en fait, cette pudeur-là, on n'arrive pas forcément à la maintenir tout le temps, mais comme tu as dit, c'est pas que dans le vêtement. Même si dans le vêtement, il y a très bien certaines femmes qui le portent pas, et quand même dans le comportement elles sont très pudiques et du coup tu te dis il manque que ça en fait pour couronner le tout. Mais encore une fois la pudeur c'est petit à petit que ça se développe, c'est petit à petit qu'on comprend en fait le sens, l'utilité et pourquoi en islam on dit qu'une femme elle doit faire, et pas que la femme d'ailleurs mais en général on doit faire preuve de pudeur. Ce n'est pas pour on va dire faire taire la personne ou qu'on la voit pas, c'est vraiment pour lui donner aussi un espace de paix, la laisser en fait aussi, on va dire, s'épanouir dans un cadre sain et qu'à l'extérieur, on ne puisse pas lui porter préjudice. J'ai l'impression que ça apporte beaucoup de respect aussi. Exactement. Parce que les gens, du coup, ils se permettent beaucoup moins de... Après, ça peut pas... Tu peux tomber toujours sur des photos et des gens mal intentionnés. Mais il y a ce truc-là où, du coup, la personne, elle se fixe à elle-même des limites et elle va s'empêcher de faire certaines choses qu'elle pourrait, du coup, faire avec une personne qui a beaucoup moins de pudeur ou qui galère un petit peu plus sur ce truc-là. Et c'est très intéressant ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de la foi. Et j'ai noté quelques petits hadiths pour vous les partager. Il faut savoir que la pudeur, comme tu as dit, elle a une place qui est très importante en islam, mais elle a également une place dans la foi, étant donné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la pudeur fait partie de la foi. Et on a un autre hadith où il nous dit la pudeur n'apporte que du bien. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est que du positif, mais malheureusement, dans notre société, c'est vu d'une manière mais tellement négative. Des fois, t'as l'impression qu'en gros, cette question-là de pudeur, ça a uniquement été créé en islam ou par les hommes, tu sais, dans leur imaginaire à eux, pour enfermer la femme ou pour justement l'oppresser davantage. Et ça, c'est vraiment le conscient collectif qui s'est mis d'accord pour dire en fait que la femme dans la société, on doit forcément la voir partout. On doit forcément avoir accès à elle quand on veut, quand on peut, enfin... Voilà, peu importe, sans barrière. Et du coup, certaines femmes, malheureusement, elles se sont mis dans la tête que si je fais pas assez de bruit, en fait, je mérite pas d'être entendue. Alors qu'en fait, la pudeur en islam, elle vient dire qu'une femme, même si elle porte un voile, elle se résume pas qu'à son voile. Elle a aussi une voix, elle a des idées. On en parlera plus tard, mais elle peut faire beaucoup de choses. Elle a des projets, elle a des ambitions. Et donc, c'est pas parce que t'es quelqu'un de pudique que ça veut dire que tu t'empêches de vivre, que c'est pas du tout la même chose en fait. Comme t'as dit, c'est très vaste. Ça englobe beaucoup de choses, que ce soit dans la foi, dans la pratique, dans le port du voile, dans la prière. La pudeur, c'est un très grand axe en islam. Et le voile, ça vient vraiment... conforter ce choix-là, de te dire en fait que même des fois des choses sur lesquelles tu n'étais pas forcément pudique avant, en portant le voile, tu te retrouves à l'être et petit à petit aussi Allah, faut pas oublier qu'il te met cette chose-là dans le cœur. En fait, toi tu t'en rends pas compte, mais il te nourrit le cœur aussi d'amour pour lui, plus que pour la dunya. Donc en fait, tout ce qui est société, on va dire standard, dictat de beauté, etc., ça t'importe
plus trop. Par rapport au fait que c'est une obligation et par rapport aux preuves, parce que bien évidemment on ne peut pas vous partager, on ne peut pas se permettre de parler d'un sujet aussi important sans vous sortir les versets où Allah en parle de manière claire. Et il y a notamment 2 versets dans 2 sourates différentes du Coran où Allah nous en parle. Dans Surat Al-Ahzab, verset 59, Allah nous dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. » J'aime tout particulièrement ce verset-là. Et ensuite, on a dans Surat An-Nur, verset 31, « Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari, à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari ou à leur frère ou au fils de leur frère et ou au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elles possèdent. » Je continue, ou aux domestiques mal impuissants et aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Donc voilà, ça c'est les 2 principaux versets où Allah parle explicitement du voile pour la femme. Après c'est hyper intéressant tout ce que tu nous partages ici parce que ça nous amène à nous poser quelques petites questions sur la féminité et justement beaucoup de sœurs ont peur en fait que ça touche à leur féminité, que ça vient retirer en elles ce côté féminité, ce côté surtout pour les sœurs qui sont très coquettes. Comment est-ce qu'on peut rester féminine avec le hijab? Alors déjà il faut savoir que le concept, le terme féminité, c'est vu différemment selon la personne. Dans le sens où dans la société aujourd'hui, être féminine, c'est, tu sais, du maquillage, la mode, les cheveux, etc. Mais en fait, moi ce que je dis tout le temps aux sœurs qui ont cette crainte qui est totalement légitime, franchement je pense que c'est le premier West que j'ai eu, c'est étant quelqu'un de très coquette, je me suis dit je vais prendre moins soin de moi, je vais pouvoir moins être féminine, peut-être que tu sais, les cheveux, surtout les cheveux, et c'est pas pour rien aussi que... On va en parler parce que moi j'ai des choses à dire sur ça. Ouais, franchement les cheveux ça reste quand même une grande partie de la femme, ça lui rajoute beaucoup de beauté, donc tu vois c'est... En fait, les sœurs, elles pensent que quand elles vont le mettre, ça va leur enlever leurs cheveux. C'est comme si en fait tu leur enlevais une partie de leur féminité. En fait, pour moi, le voile, ça va pas enlever la féminité, ça va la redéfinir. Ça va être une féminité beaucoup plus noble, beaucoup plus saine, beaucoup plus... Je sais pas comment t'expliquer, mais bien placée. Ça va être une féminité qui est respectueuse de la femme aussi. Exactement. Parce qu'en fait, la féminité, c'est pas forcément l'image qu'on a à l'extérieur. Et surtout, quand on porte le voile, on n'arrête pas de prendre soin de soi. Et ça, c'est le plus gros piège. Et malheureusement, j'ai fait cette erreur-là. C'est qu'au début, quand on voyait plus mes cheveux, en fait, je me suis un peu laissée aller. Et je me suis dit, mais ça va, je suis pas obligée de me coiffer ce matin, comme d'habitude, parce que on les voit pas, etc. Et en fait, ça, limite, tu aides les West en faisant ça. Parce que du coup, même chez toi, tu te vois plus à ton plein potentiel. Donc tu as l'impression que tu n'as plus de potentiel du tout, que tu n'as plus de féminité. Alors que ta féminité, elle est toujours là. C'est juste qu'il faut que tu en prennes soin. Donc là, c'est le premier piège à éviter si on veut aussi que notre féminité ne soit pas impactée pour les sœurs. C'est de se dire que oui, je porte le voile à l'extérieur. Oui, je respecte ce qu'il faut respecter à l'extérieur. À la maison, c'est chez moi. Je peux faire des soins. Je peux prendre soin de mes cheveux. Je peux me parfumer. Je peux faire plein de choses. Alors là, en fait... il aime la beauté, donc il nous empêche pas en fait d'être belle, c'est juste qu'il va poser un cadre et il nous donne un petit peu ce pouvoir là de choisir face à qui on est belle et choisir ce qu'on veut montrer de nous-mêmes. Donc la féminité, l'islam il va pas venir, et le voile ne va pas venir t'enlever ta féminité, tu l'as toujours, c'est juste que tu vas en prendre soin différemment. Comme et ça, elle est redéfinie en fait. Elle est redéfinie, exactement. Je trouve que ce terme là il est hyper important. C'est une redéfinition, exactement. En fait, tu réinventes un petit peu ce terme-là et tu l'adaptes à ta personne. Et surtout, tu t'émancipes de ce que c'est, parce qu'on a l'impression qu'il y a qu'un sens à la féminité, alors que tu peux être féminine. La femme, en fait, c'est tellement large que tu peux être féminine chez toi, tu peux continuer à prendre soin de toi. Et ça, c'est après que je l'ai compris. Une fois que j'ai fait l'erreur, j'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de moi à la maison. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais je me voyais beaucoup plus belle. Genre, tu sais, je me suis tellement habituée à voir ma tête, etc., avec le voile à l'extérieur, que quand je rentre, j'oublie. Des fois, je me regarde dans le miroir, je me dis, mais en fait, il y a du potentiel, sans vouloir être narcissique. Mais vraiment, je me dis, j'oublie. Je me dis, j'ai oublié ma tête, comment elle était. Et ça, c'est pas forcément la bonne chose à faire au début, c'est qu'il faut vraiment maintenir cette féminité là, prendre soin de soi à la maison, se dire que j'ai ce pouvoir là de moi choisir qui me regarde dehors et de moi choisir ce que je montre de moi-même. Donc non, la féminité va pas du tout être cassée avec le voile, elle va être redéfinie, tu vas pouvoir voir les choses d'une différente manière, t'es toujours féminine, c'est juste que tu l'es pas forcément aux yeux de tous et comme la société voudrait que tu le sois. Donc encore une fois, on prend le terme, on le redéfinit, on l'adapte à un cadre plus sain.
Mais justement, je trouve que ce truc-là, on nous l'apprend pas en fait. Personne va arriver, personne va te dire bon, ok, bah maintenant t'es voilée, attention, faut que tu continues à faire ta skincare routine, faut que tu continues à te faire plaisir de temps en temps, à acheter du maquillage si t'aimes bien te maquiller, à prendre soin de tes cheveux. Moi, par exemple, ça fait genre une semaine. Chaque jour, je me dis, Safia, faut que tu te fasses un brushing aujourd'hui. Et je laisse. Et là, mes cheveux, ils sont dans un état. Il y a que Dieu qui sait. Donc en vrai, c'est très bien que t'en parles ici parce que finalement, tu me fais le rappel à moi en premier. Et il y a aussi ce truc-là de comment est-ce qu'on fait pour se sentir bien, tu sais, au niveau des vêtements, au niveau des voiles. Ça, c'est aussi ça peut être une épreuve pour beaucoup de sœurs, justement. C'est une très grande partie du cheminement. Tu sais que ça aide énormément face au West-West. Et on se rend pas compte, on n'en parle pas assez, et on donne pas assez de conseils, je trouve. Maintenant, quoique maintenant ça va. Il y a beaucoup de commerçantes qui commencent à émerger, qui commencent à faire des tenues qui soient pudiques, légiférées, mais tout en étant, on va dire, dans le style, etc. Qui font pas... Parce qu'en fait, quand on pense voile, on pense abaya, on pense, je sais pas comment t'expliquer, mais on pense... des tenues ennuyantes, noir. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ? On pense que ça, alors qu'en vrai, on peut tout à fait être pudique et légiféré en s'habillant aussi de façon, on va dire, stylée comme on dit chez nous, mais juste de façon pudique. Et du coup, les sœurs, malheureusement, on leur donne pas assez de conseils sur ça. Et ça fait partie du cheminement, c'est ce qui va t'aider aussi à surmonter les West-West. Il y a beaucoup de matières de voile, beaucoup de couleurs, beaucoup d'associations de tenues. Il y en a pour tous les goûts, franchement. Tant que c'est légiféré, que ça rentre dans les règles, il n'y a aucune interdiction quant aux couleurs. On nous dit pas qu'on doit pas mettre du jaune, on doit pas mettre du vert. En fait, tant que tu respectes les conditions et que tu respectes en fait la tenue légiférée par Allah, le reste ne va pas, en fait tu n'as pas d'obligation là-dessus. Donc encore une fois, les sœurs, il faut juste qu'elles choisissent bien les matières, même selon la saison, selon aussi ce qui complimente bien le visage, parce que ça, les couleurs et tout. Mais... Moi au début c'était une catastrophe, je mettais des voiles, franchement je préfère pas te montrer la photo parce qu'on va garder la dignité, mais franchement je savais pas en fait ce qui allait à mon visage. J'ai un visage assez rond, on n'a pas tous les mêmes visages, il y a ceux qui ont un petit peu une plus grosse tête que d'autres, donc tu vois, tu peux pas mettre le même voile à toutes les femmes. Encore une fois, il faut que ça soit légiféré. On n'est pas en train de dire qu'il faut montrer le cou ou quoi que ce soit. C'est vraiment des formes, des matières qui vont plus t'aller toi à d'autres que d'autres. Et ça c'est important parce que du coup on parlait de féminité et de beauté, etc. Ça booste la féminité. En fait, tu te dis, la confiance en soi aussi. Exactement, tu dis en fait que oui je porte le voile et oui je suis belle, genre ça m'enlève pas ma beauté parce que je sais comment le porter correctement. Alors que si on va dire tu fais n'importe quoi entre guillemets et tu respectes pas, après encore une fois ça reste, chacun est libre, hein. Mais si on va dire tu fais pas attention aussi à ta façon de choisir, etc., tes matières, tes vêtements, bah tu te mets un petit peu des bâtons dans les roues parce que toi-même
tu ne te mets pas à temps plein potentiel alors que tu pourrais le mettre, c'est pas interdit. Alors que ça pourrait t'aider dans ton cheminement. Ouais. Et c'est ce que je dis tout le temps, hein. C'est comme dans n'importe quelle chose, n'importe quel projet. Le voile aussi, c'est un projet. Dans cette vie ici-bas, etc., c'est une chose que tu mets en place, que tu travailles au fur et à mesure. Et ça vient pas comme ça. C'est pas directement, tu sais. C'est au fur et à mesure, t'arrives à comprendre que, ok, cette couleur, ça me va pas. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai compris que le beige, ça m'allait pas du tout. Ça flattait pas du tout mon visage, les couleurs, voilà. Tout ce qui est rose pâle, les couleurs un peu pâles, etc. Pas du tout. Alors que les couleurs foncées, ça va beaucoup plus m'aller. Et j'avais vu une sœur qui disait justement, pour savoir un petit peu près la couleur qui te va le mieux, faut prendre une couleur qui est plus ou moins identique à la couleur de tes cheveux. Parce que naturellement, tes cheveux vont bien à ton visage, tu vois. Donc du coup, ça c'est une des choses tu viens de m'apprendre quelque chose. Ouais, voilà, qui permet d'aider. Je vais tester. Et moi j'ai testé, j'ai vu, ça a marché. Hein. Franchement, j'étais en mode ah ouais, ok. Il y a aussi le cercle chromatique des couleurs aussi, ça aide. Aussi. Et je fais un peu ma scientifique, désolée, mais non, fallait que je l'amène sur la table. T'as raison, c'est la couleur opposée à ta couleur de peau, c'est ça. Par exemple, les personnes qui vont avoir les yeux clairs, ça va être plus, tu sais, les tons rosés qui vont leur aller. Bon, les yeux marrons, vous avez de la chance, parce qu'il y a tout qui vous va, en général. Mais encore une fois, on reste libre dessus, mais c'est vrai qu'il y a certaines couleurs qui vont plus complimenter ton visage par rapport à tes traits, etc., qui soient plus foncés ou plus clairs. Et tu sais que moi je passe beaucoup de temps sur TikTok à regarder les... Je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, si c'est des coloristes ou c'est des... Oui, qui mettent un petit peu les trucs face à la caméra et tu vois le visage changer. Et tu vois, et tu sais, elles prennent un bout de tissu coloré, elles le mettent sur la personne et disent bon bah du coup c'est beaucoup plus c'est les couleurs foncées qui vont aller plutôt que les couleurs pâles. L'argenté et le... Comment on appelle ça? Le doré et l'argent. Qu'est-ce qui te va le mieux, etc. Et la dernière fois je me suis dit je vais prendre rendez-vous. Je me suis dit ça y est, j'en ai marre là, je galère trop à trouver les bons trucs et j'étais à deux doigts de prendre rendez-vous avec une meuf pour justement faire un truc en mode bon bah qu'est-ce qui me va le mieux. Et ça c'est une des choses qui peut aider notamment. Exactement, en fait apprendre à se connaître davantage. Voilà. Et encore une fois ça rejoint le fait que t'es toujours coquette, du coup tu cherches toujours ta féminité parce que t'arrêtes pas de prendre soin de toi, tu cherches encore ce qui te va le mieux, tu vas juste l'adapter, c'est tout. Donc il faut juste changer un petit peu ce paramètre là dans son cerveau et tout ira après bien pour la suite. Tout à l'heure, on parlait de cette difficulté qu'on peut rencontrer quand on porte le hijab, donc d'avoir des baisses de foi. Comment est-ce que tu fais pour t'accrocher à ton hijab lors des baisses de foi? Alors moi, je vais vous paraître très dure, mais moi, je t'ai dit, moi, je me fais très violence dans ce genre de choses. En fait, je vais dans l'extrême direct. Je pense vraiment au fait que cette vie est éphémère et qu'à un moment donné, Allah va nous rappeler à lui. En fait, c'est ce qui va venir couper court à tous mes plaisirs. Dès que j'ai un petit peu de ouest-ouest, on va dire je me sens un peu moins belle, j'ai des baisses de foi tout simplement. Pour m'accrocher à mon voile, je me rappelle juste que je suis de passage dans cette dunya. Et en fait c'est ça qui va... Chaque femme est différente et chacune se rassure à sa façon, mais moi c'est ce truc là de me rappeler que le décès il est inévitable. Donc en fait c'est le meilleur des rappels. Exactement, c'est le meilleur des rappels. C'est un peu le plus dur mais ça reste quand même le meilleur et pour moi c'est celui qui va venir couper en fait court à tout des West-West et te faire comprendre qu'aujourd'hui t'es là, dans 5 minutes tu ne sais pas si tu vas toujours l'être. Donc ça sert à rien de prendre une décision sur la légère aujourd'hui, même si je sais que ça peut être compliqué pour certaines femmes etc qui prennent des décisions comme ça. Et encore une fois, très important de dire que c'est pas parce que on a pris la décision de l'enlever ou quoi qu'on peut pas revenir en arrière et se repentir. Ça c'est un autre sujet, mais pour revenir à notre sujet de base, lors des baisses de foi, moi ce qui fonctionne le plus pour moi c'est vraiment me rappeler de la mort et me rappeler du fait qu'on est éphémère. Moi il y a une chose que j'avais dit récemment, c'était sur l'épisode que j'avais fait avec Medina du podcast Era Lumineuse, on avait parlé du hijab et il y a une phrase justement et je la répète ici au cas où ça peut aider certaines sœurs et franchement je sais pas si tu vois c'est qui la tiktokeuse qui s'appelle Nawel UK. Oui, je la connais, je la connais. Tu rigoles déjà. En fait je me suis fait rappeler de plein de vidéos d'un coup là mais... Sa fille qui s'appelle Hanan, je crois, Hana, voilà, elle est voilée justement. Et il y avait un extrait d'un live, les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là. Il y avait un extrait d'un live où justement la maman elle disait ouais alhamdoulilah et tout, Allah il a guidé ma fille, voilà j'espère qu'il va me guider moi aussi parce que la maman n'est pas encore voilée, qu'Allah lui facilite. Et vraiment elle était dans l'émerveillement, elle était émerveillée en fait par le choix de sa fille qui est assez jeune quand même et qui a décidé de porter le voile. Et donc elle-même racontait sa hijab un peu story à sa maman dans le live et elle disait voilà moi j'ai ma copine qui l'a mis et justement ça m'a poussée. Elle utilisait le mot jalousie mais c'était une bonne jalousie, tu vois, c'était ce truc là de elle le met, moi aussi j'aimerais bien le mettre. Donc du coup il y a ça et elle se disait et ça m'a marqué, mais comme quoi subhanallah tu vois, genre une personne qui est vraiment plus jeune que toi elle peut t'impacter en bien.
Elle disait oui, mais qui est-ce que je préfère entre mes cheveux et Allah subhanahu wa ta'ala? Et bien évidemment, tu veux dire, ouais, mais la comparaison elle est folle, tu vois. Des fois, c'est même pas une question de cheveux, ça peut être beaucoup plus deep que ça, mais juste revenir à ok, qui est-ce que je préfère entre Allah qui m'a créé, qui me connaît, qui m'a tout donné, et mes cheveux qui lui appartiennent, tu vois. Ok, c'est mon corps, etc. C'est une MNA, nanana, on le sait, mais c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a créé ces cheveux-là. Ça lui appartient, je lui appartiens. En fait, même ta confiance en toi, elle est entre ses mains. Bien sûr. Donc c'est quelque chose que lui aussi contrôle. Ouais. Et c'est marrant tout à l'heure parce que tu en as parlé aussi du fait que aujourd'hui en France, il y a vraiment un climat qui, on va pas se mentir, un climat islamophobe, politico-médiatique, et chez les politiques et dans les médias, etc. Ce qui fait que ça peut être une véritable épreuve en fait de porter le hijab. Comment est-ce que toi tu vis ton hijab dans l'espace public au niveau des études et du travail? Alors au niveau de mes études, alhamdoulilah, je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça parce que je suis à la fac. Et comme en vrai il n'est pas obligatoire de l'enlever à la fac et qu'il y a plein de voilés, etc. Pour l'instant, on l'espère. Je sais pas si vous avez vu là ce qui se prépare et les avis de certains, de Rotaillot et de Barnella. Certains individus qui sont pas très concernés par le sujet, mais bon, on reviendra là-dessus aussi. Franchement, c'est une folie qu'on parle de nous, mais sans nous. Et tu sais, genre, on est concernés, mais on n'a pas notre mot à dire. Ouais. Mais voilà, par rapport comment je le vis, dans mes études, ça m'a pas trop posé problème, alhamdoulilah. Pour l'instant, j'espère que ça le fera pas pour la suite. Cela dit, pour le travail, les alternances, etc., malheureusement, je sais qu'avant de postuler, on en parlait tout à l'heure, je suis obligée de me poser 52 000 questions. En fait, avant d'aller quelque part pour poser ma candidature, je vais pas me dire comme une personne normale j'ai toutes mes chances. D'office, je me dis j'ai 50% moins de chances que quelqu'un d'autre, pourtant peut-être que j'ai les mêmes capacités et même mieux, mais malheureusement les personnes vont se concentrer sur ce qu'il y a sur ma tête au lieu de se concentrer sur ce qu'il y a dans ma tête. Donc dans le travail, c'est vrai que je l'ai un petit peu mal vécu certaines fois parce que je sais que j'ai eu des refus, je sais pertinemment que c'est par rapport à ça, et en fait tu te dis, t'es un peu frustré, tu te dis en fait on me donne pas ma chance, on me donne pas en fait l'occasion de montrer de quoi je suis capable. Après tu t'en remets vite en te disant tawakkul, encore une fois, ce que Allah veut que tu l'aies, tu vas l'avoir, ce qu'il ne veut pas que tu l'aies, tu peux faire tout le trajet du monde, tu l'auras pas du tout. Donc oui, dans le travail c'est très compliqué, les études ça va, mais le travail, tu le sais, je pense que toi-même, je sais pas si tu as déjà eu des expériences par rapport à ça, vu que c'est le début. Moi, il faut savoir que je vais juste partager une chose là qui m'est venue en tête quand tu t'es mis à répondre. Quand j'étais en alternance, donc l'année dernière, c'est là où justement, ça fait à peu près 2 ans que je réfléchissais au voile, j'avais une peur, c'était que en le mettant, mes collègues ne me voient plus de la même manière. Ah ouais, j'avais peur de ça. J'avais peur qu'on me voit plus de la même manière, que je sois plus, je sais pas, genre marrante à leurs yeux, sympa, que je puisse parler de tout. C'est ton image qui change. J'avais trop peur de ça, et même avant, et pas en lien avec le travail, juste en lien avec les gens qui m'entourent et juste la société, j'avais peur qu'on me réduise juste à un voile et pas à Safia qui tient un podcast, Safia qui et je sais pas, j'ai pas envie de me jeter des fleurs en disant tous les trucs que je peux faire. Tu peux le faire à ta place. qui je sais pas moi, qui kiffe le journalisme, qui a fait des études, qui je sais pas moi, lit des livres, qui sort dehors, qui fait des trucs, qui fait ceci, qui fait cela, genre qui est vraiment dans ce truc là où j'aime la vie, je profite autant qu'un Français de souche, enfin vous voyez ce que je veux dire? J'avais trop peur qu'on me renferme juste à ce truc là de non, finalement t'es rien, t'es juste la voilée là-bas dans le coin. Exactement, je pense que ça c'est la phobie. C'était une peur. Mais tu sais subhanallah, attends, parce que là je suis en train de me rendre compte, je me suis rendu compte que vraiment Allah il a enlevé cette peur en moi. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça, alhamdoulilah d'ailleurs. Et en fait, c'est intéressant que t'en parles, parce que c'est vraiment genre la peur de tout être humain, en général, qu'on réduise son identité à sa pratique ou quelque chose. Mais en plus, en tant que femme, c'est encore plus dur, parce que tu sais, avant de porter le voile, tu te construis un cercle. Tu te construis des amis, tu te construis une vie. Et à partir du moment où tu portes ce voile-là, certaines personnes pensent que parce que tu l'as porté, c'est de ce dont je te parlais par rapport à ma famille, en fait, ils vont te traiter d'une manière tellement différente, comme si en fait t'avais effacé une partie de ton identité, alors que sous le voile, c'est toujours la même personne. Ouais. C'est pas du jour au lendemain tu mets un voile et le lendemain t'es quelqu'un d'aigri qui fait rien, qui n'a pas de vie. Comme t'as dit, on est des femmes, on est plein de choses au même temps, on peut être plein de choses en même temps, et c'est pas parce qu'on porte un voile qu'en fait on est que ce voile-là. On est réduit, limite on nous déshumanise
banalise, comme si en fait on n'avait pas le droit de rigoler, on n'avait pas le droit de faire des blagues, on n'avait pas le droit d'avoir des passions, on n'avait pas le droit de faire de l'équitation, on n'avait pas le droit de faire des sports, parce que justement on porte ce voile-là. Alors qu'à aucun moment, même dans la religion, c'est dit que ça t'empêche de vivre, ça te laisse, ce que je dis tout le temps en plus dans mes spaces et tout, tu vis, mais de façon plus saine. C'est une très belle manière de comprendre les choses. J'avais envie qu'on parle un peu de discrimination. Est-ce que tu as déjà été victime de discrimination à cause de ton hijab? Alors malheureusement j'aimerais vous dire non, mais oui, j'aimerais vraiment beaucoup vous dire non, mais je pense que la question elle est vite répondue, oui. Alhamdoulilah, j'ai pas été, on va dire, agressée physiquement, parce que alhamdoulilah, j'espère que ça va pas arriver. Cela dit, dans un autre cadre, je vais vous raconter un petit peu une anecdote, on en parlait tout à l'heure vite fait. Dans un cadre médical, j'avais un médecin traitant qui me suivait depuis genre mes 13 ans, il me connaît vraiment depuis toujours, en fait depuis que je suis petite, et lui il m'a connue pas voilée, et il m'a connue voilée. En fait il a vu un petit peu la transition, et moi j'avais remarqué un changement de comportement de sa part. Mais tu sais, en tant que musulman, on se doit de garder le bon soupçon. Donc je me dis tout le temps, peut-être qu'il est fatigué, peut-être que cette journée a été dure, tu vois, je lui donnais pas forcément la raison du racisme ou de l'islamophobie. Sauf que il y a eu un jour où j'ai fait une petite... Subhanallah, je l'ai senti, hein. Tu sais que j'ai envoyé un message à ma cousine en lui disant oui, je sens que ça va mal se passer, etc. Et je savais pas ce qui allait se passer. Subhanallah, je l'ai bien senti, j'avais une boule au ventre, comme si en fait fallait pas que j'y aille. Et je suis allée, etc., voir ce médecin à la fin de la consultation, et il commence, je vais te faire le résumé, hein, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez choquant déjà. Il commence à me dire oui, j'ai un problème avec votre voile. Il m'a sorti 3 arguments. Et les 3 arguments, tu vas rigoler parce que c'est vraiment le starter pack de toutes les personnes qui veulent critiquer ton voile mais qui ont rien à dire. Il commence à me parler du conflit israélo, enfin le génocide, hein, clairement, à Gaza. Voilà, il commence à me parler de ça. Il commence à me parler des femmes iraniennes qui veulent s'émanciper comme si c'était moi qui les a fait forcer. Donc, je sais pas quel rapport j'ai avec ça. Tous les vieux racistes là, ils aiment trop sortir ça. Exactement. Et aussi, il m'avait parlé du Bataclan. Genre, j'étais choquée quand il m'a parlé de ça. Vraiment. Mais genre, frère, on était des enfants. Mais vraiment, j'ai pas compris. En fait, je le regardais comme ça avec les gros yeux. Je dis, mais en fait, tu comptes pas t'arrêter. Là, je te regarde, je lui ai vraiment dit, c'est quoi le rapport entre moi... Est-ce que je suis venue à un cours de stylisme? Moi, je suis venue juste consulter, en fait. Genre, je suis pas venue pour me prendre tout ça. Ça m'a tellement choquée que j'ai rien pu dire sur le moment. Mais t'inquiète pas, quand je suis rentrée à la maison et que j'en ai parlé avec mon père, qui était tout autant en colère que moi, tu connais, en tant que père, ta fille, peu importe ton avis là-dessus, ta fille, elle porte le voile, t'as pas envie que quelqu'un vienne la blesser avec des mots, et surtout, en fait, la faire passer pour quelqu'un d'oppressé, parce qu'il a insinué aussi que mon père me forçait ou quoi que ce soit, alors que mon père, le pauvre, il était même pas au courant que j'allais le mettre. Et donc, pour te faire le résumé, j'ai évidemment porté plainte, et j'encourage vraiment les sœurs à ne pas hésiter à obtenir justice, parce qu'il n'y a aucune interdiction en islam par rapport à ça, au contraire. Et en fait, si on se tait, je trouve que si tu te tais, tu leur donnes vraiment cette porte ouverte à les respects. Voilà. Je pense qu'il s'est dit, et d'ailleurs il suit d'autres personnes de ma famille qui sont des hommes, il s'est jamais permis la même chose. Donc parce que je suis une femme, ils vont se permettre... En fait, c'est double discrimination. Exactement. C'est et parce que t'es une femme, et parce que t'es musulmane. Mais oui, mais t'imagines la violence, même si ça fait 4 ans que je porte le voile, ça s'est passé il y a 1 an, donc ça faisait 3 ans, la violence des propos, surtout quand, je sais pas, imagine, j'ai des amis qui sont décédés pendant ces attentats-là, imagine, j'ai pas confiance en moi, imagine, j'ai des West-West. Et puis je sais pas, t'habites en France, t'es tout autant française que lui. Exactement, en fait, je comprenais pas vraiment ces attaques-là, donc je pense que c'est l'attaque qui m'a le plus marquée, parce que du coup, je me suis dit, heureusement que j'ai, on va dire, les idées solides, parce que quelqu'un d'autre, et c'est parce que j'ai porté plainte par la suite, il y a eu une réunion avec l'ordre de médecins, etc. Et je me suis exprimée, je suis allée sans avocat, je suis allée toute seule, et aussi, ça je tiens à le dire, parce qu'en fait je suis allée toute seule aussi pour dire que je suis une femme et que j'ai pas besoin de quelqu'un, parce que tu sais, mon père il voulait un petit peu y aller pour me soutenir, mais je voulais pas encore renvoyer cette image de j'ai besoin de quelqu'un derrière moi pour parler. Indépendante. Toi, je suis arrivée, j'ai dit ce que j'avais à dire, je lui ai dit clairement que en fait, vous savez pas ce que je vis dans ma vie personnelle, et c'est pas votre rôle en fait de commenter ma tenue. Vous n'êtes pas styliste, je vous ai rien demandé, que je vienne avec un sac à patates, que je vienne avec ce que je veux, ça vous regarde pas. Votre métier c'est d'être médecin, c'est pas de commenter les tenues des personnes. Alhamdoulilah, pour faire le résumé, j'ai obtenu gain de cause, et il a eu avertissement, etc. Mais cet individu-là, il a déjà fait plein de remarques comme ça à d'autres gens, et m'ont dit, mais qui n'ont pas osé porter plainte. Donc c'est un comportement qui se répète depuis des années. Et là, je sais qu'il est tout gentil quand d'autres personnes vont avec lui, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas intérêt à avoir un autre avertissement. Donc c'est pour ça que je tiens à dire aux sœurs, n'hésitez vraiment pas à parler. Il faut pas dès qu'il y a une remarque, je sais que c'est compliqué. Certaines sœurs, elles n'ont pas forcément la même force, elles vont peut-être pleurer, elles vont se sentir mal, se remettre en question, mais il faut que ce soit bref. Il faut vraiment vous dire,
je suis une femme, je sais ce que je suis, je sais ce que je fais, ce n'est pas à quelconque homme de venir me dire ce que je dois faire. Il n'y a que Allah qui me dit ce que je dois faire. Et connaître ses droits aussi, c'est-à-dire qu'on a le droit de porter plainte. Exactement. On a le droit de nous aussi aller faire chier la justice encore et encore sur des sujets qui malheureusement sont très fréquents et de plus en plus fréquents d'ailleurs. Exactement. Par rapport à toutes ces discriminations-là et ce contexte hyper islamophobe, c'est vrai que la question de l'émancipation, elle revient très souvent, comme quoi les femmes musulmanes, en fait, elles ne sont pas libres, que c'est quelque chose qu'on leur impose depuis l'enfance, par le mari, par le papa, par les frères, etc. Est-ce que toi tu penses que le voile, ça peut être un vrai outil d'émancipation ? Alors déjà pour répondre à cette question, il faut définir ce que c'est l'émancipation et la liberté. Parce qu'on a tendance à se dire que la liberté et être émancipé, c'est de faire absolument tout ce que tu veux. Alors qu'en vrai, faire ce qu'on veut, c'est aussi être en quelque sorte esclave de ce qu'on attend de nous. Ouais. Et ça, c'est une nuance qui est importante à soulever parce qu'en tant que femme, pour moi déjà, je vous spoil, oui, c'est un outil d'émancipation. Parce qu'en fait, on s'émancipe de tellement de choses toxiques de la société, que ce soit les standards beauté, que ce soit le fait que la femme elle a comme devoir d'être toujours désirable, toujours belle dans toutes les circonstances, qu'elle doit en fait attirer l'œil de tous les hommes pour avoir une certaine valeur, qu'en fait pour moi ça te libère de cette vision là. C'est, je sais pas comment, en fait c'est s'émanciper, c'est pas forcément faire ce que tu veux, c'est reprendre le contrôle, on en parlait tout à l'heure, sur ton image et te dire c'est moi qui décide ce sur quoi je vais être jugée et c'est moi qui décide ce qui va te regarder chez moi. C'est moi qui décide que je ne suis pas que mon voile, je suis au-dessus de ça. Et surtout, dans le conscient collectif, et même dans, comme tu as dit tout à l'heure, en Occident, on a une image de la femme qui, du coup, pour être désirable, pour être une femme de valeur, on va dire, il faut forcément qu'elle soit à la vue de tous, accessible, surtout en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est souvent des hommes qui tiennent ce type de discours. C'est les premiers d'ailleurs. Et justement, c'est ça qui me pousse en fait à remarquer que la femme, elle est vraiment réduite à un objet, genre vraiment de désir, juste à limite à une stratégie marketing dans certaines marques. Ouais. C'est en fait, elle est réduite à être juste, c'est comme l'expression sois belle et tais-toi en fait. C'est soit t'es belle et tu vaux quelque chose, soit t'es pas forcément dans leur standard et dans ce cas-là, t'es pas considéré comme étant quelqu'un de valeur. Et en fait, pour moi, le voile, ça vient un petit peu briser tout ça. Parce qu'en fait, c'est ma décision, c'est un choix spirituel qui est extrêmement fort. Donc rien que pour ça, déjà, ça m'émancipe de plein de choses. C'est quand même courageux, dans une société comme celle-ci, de faire cette décision-là et de privilégier ce qu'Allah il veut au détriment de ce que la société veut et le monde entier, parce que tu sais pertinemment que tu vas avoir du mal à t'intégrer dans certains endroits. Mais oui, c'est un outil d'émancipation parce que tu te libères de ces liens toxiques, tu te libères de ces standards, tu n'as plus cette pression-là. Je l'ai remarqué en tout cas dans mon cas, je prête beaucoup moins attention en fait à certains effets de mode qui sont passagers et qui n'ont pas vraiment de sens. En fait, je suis belle parce que moi, je me trouve belle parce que moi je me trouve belle, pas parce que quelqu'un d'autre. Évidemment, ça aide, les compliments, je sais pas si t'as remarqué, quand tu as des compliments de personnes à l'extérieur, ça te booste directement, ça t'aide, etc. dans ton cheminement. Mais encore une fois, tu te réappropries ton image, ta personne, et c'est toi qui décides. Ok, je trouve que c'est hyper bien que tu termines ta réponse par tous ces détails-là, parce qu'en fait ça vient tout simplement aussi répondre à la question que je voulais te poser après. Comment est-ce que tu fais pour t'accrocher à ton hijab, t'accrocher à ton voile dans ce contexte-là? Et ce truc-là de se dire ok, j'ai ma liberté, l'islam m'a donné cette liberté-là de vraiment me protéger aussi à travers le voile, c'est une manière de répondre à ça, tu vois. En fait, on revient toujours à la même chose et c'est pour ça tout à l'heure je te disais dans le cheminement le plus important, et vraiment j'insiste parce que je l'ai vu avec l'expérience, c'est l'intention. Pourquoi tu l'as mis? Tu sais que tout part de là, vraiment pourquoi j'ai mis le voile et être convaincue et surtout se rappeler, parce que tout va, en fait, peu importe l'épreuve, tu vas revenir au pourquoi. Et quand il y a des difficultés comme ça, des pressions sociales, etc., tu vas te dire pourquoi moi de base j'ai mis ce voile-là? Pour Allah et l'intention que tu as mis quand tu l'as mis. Et c'est ça vraiment qui te permet de t'accrocher, parce que du coup, peu importe comment on essaye de te faire dévier par plusieurs éléments perturbateurs, tu vas te rappeler de la raison pour laquelle tu l'as mis. Et surtout, encore une fois, tu peux t'aider des vidéos sur internet, etc. pour renforcer ta foi par rapport à ça. Mais tenir dans une société qui sans cesse te tient tête sur plein de points, te rabaisse, te réduit à ton voile, on va dire, t'enlève une partie de tes identités, de ta féminité, essaye vraiment, on va dire, de te faire taire dans ce contexte-là, en fait, c'est de parler encore plus. Genre vraiment, de faire en sorte que ta voix, elle dépasse la leur. C'est vraiment de pas hésiter et de pas vraiment se dire que parce qu'eux, ils me décrivent comme ça veut dire que je le suis. En fait, c'est le reflet de leur propre personne. Ouais.
Et honnêtement, moi je te rejoins totalement sur ça. Et par exemple, sur ce truc-là de. On a l'impression qu'il n'y a que des racistes partout, etc. Franchement, gardez en tête qu'ils sont pas très nombreux, mais ils sont puissants. Et il y a la question des médias également, faire attention aux médias qu'on consomme, ce qu'on regarde sur Internet, les médias qu'on suit sur Internet. Il n'y a pas que CNews et BFM, il y en a plein d'autres qui sont vraiment des médias qui nous mettent en avant. Et c'est justement à eux qu'il faut donner un peu de force et quitter là, les chaînes d'infos à 24 Exactement, en fait, faut sélectionner. À la téloche, là. Voilà, sélectionner ces médias. Comment dire, je reviens aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait d'avoir des projets, de créer des choses, de se sentir utile aussi à la société. On arrive bientôt à la fin de cet épisode et j'aimerais que cet épisode-là s'alimente de quelques conseils pour les sœurs qui nous écoutent. Kenza, est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer aux femmes qui hésitent à porter le hijab ? Alors déjà pour commencer, j'aimerais dire que c'est tout à fait normal, comme dans toute adoration, d'hésiter, d'avoir des west-west. Il faut pas se sentir mal par rapport à ça, parce que je sais qu'on a tendance à se sentir hypocrite, à se sentir pas normal quand on a des doutes, quand on a pourtant c'est des choses qui sont obligatoires et qu'on voit logique, mais il faut se dire qu'il faut y aller doucement avec soi-même. Surtout on est dans un contexte qui est très compliqué pour nous, pour la femme en général, donc mon premier conseil c'est vraiment d'être indulgente envers soi-même et de se dire que déjà tu as l'idée en tête, tu as l'idée dans le cœur, c'est que déjà Allah a voulu t'es guidé à ce moment-là. Et donc le cheminement que tu fais après, il faut prendre le temps qu'il te faut. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas forcément attendre un déclic magique, parce qu'il n'y a pas forcément un truc, un rêve qui va se passer, parce que des fois on attend souvent ce genre de choses, et c'est un peu un moyen aussi de Shaitan de te ralentir. Tu sais, de te dire c'est pas aujourd'hui, c'est pas le moment, tu sais pas encore, t'es pas sûr. En fait, à partir du moment où t'es sûr de l'obligation et dans ton cœur tu ressens l'envie de le faire, il faut passer le cap, il faut faire preuve de grand tawakkul. Il faut se dire que ce soit dans les métiers, dans les études, dans toutes tes craintes que tu vas avoir pour la suite, il y a quelqu'un qui est au contrôle et c'est Allah. Et c'est celui qui est au contrôle de tout. À partir du moment où il y a Allah au contrôle, il faut vraiment dormir sur ses deux oreilles, même si je sais que c'est compliqué des fois, et c'est pour ça que je reviens à la notion d'être indulgent envers soi-même. S'il y a des sœurs qui réfléchissent à le mettre, soyez pas dur envers vous-même dès le début. Évidemment, il ne faut pas faire preuve de grand laxisme au point de suivre Shaitan, etc. et c'est West-West, mais il faut trouver un juste milieu. Il faut vous écouter, il faut vous connaître mieux, faire votre cheminement selon votre personne, ne pas forcément... Soyez influencés par les bonnes personnes qui vous font des hijab stories, qui vous disent des trucs et tout, mais... ne vous attendez pas à avoir le même cheminement qu'une copine à vous ou quelqu'un d'autre, parce que chaque cheminement vous êtes une personne à part entière, singulière, différente, et Allah il communique au cœur de différentes manières selon la personne. On n'a pas tous la même façon de voir les choses, le même cheminement, le même déclic, on va dire. Donc, il faut être moins dur avec soi-même. Il faut se dire que c'est un cheminement qui va être constant. Il ne faut pas, tu l'as dit tout à l'heure, très important, ne pas s'attendre à la perfection pour le mettre. Il ne faut pas attendre d'être parfait, de rien faire comme péché. Parce qu'en fait, moi, je me posais cette question au début. Et en fait, je me suis dit, j'ai tourné un petit peu... Subhanallah, comment tu peux en fait manipuler un peu ton cerveau. C'est te dire... Au lieu de me dire je ne suis pas assez parfaite pour le mettre, je vais le mettre pour me perfectionner. Voilà. C'est ça. En fait, on inverse la situation. Exactement. Et ça, tu mets, on va dire, un petit glitch au shaitan, tu vois, qui essaye de te faire croire que tu dois être... En plus, personne n'est parfait. Et on le sait, en fait, qu'on rentre au paradis par la miséricorde d'Allah. Donc, en fait, toute notre vie, on va pécher, qu'on soit voilé ou pas. Donc, je sais qu'il y a une pression qui est mise en plus sur les voilés. Mais encore une fois, quand tu es dans ton cheminement, garde vraiment en tête que tu n'as pas besoin d'atteindre une certaine perfection et tu n'es pas interdite de repentir malgré ce que certaines réputations, ce que certaines personnes peuvent te dire. En tant que femme, la seule personne qui compte dans ta vie, le seul avis qui compte et celui qui va te juger le jour du jugement, c'est Allah. Exactement. Personne d'autre. Ça aide énormément à faire abstraction aussi de tous les commentaires qui servent à rien. Là, toutes les personnes qui viennent te donner leur avis. Ouais, des fois, subhanallah, des gens, des musulmans, ils vont te dire... Oui, mais moi je suis pas sûre que le voile ce soit une obligation. Exactement. Et ça c'est encore pire qu'Allah nous maintienne aussi sur le bon chemin. Nous aussi, bien évidemment, Amine. Mais faut faire abstraction des commentaires inutiles. Du coup, dernière petite question, où est-ce qu'on peut te retrouver, Kenza ? Alors on peut me retrouver un peu partout, sauf sur Snapchat, je suis pas trop dessus. Sur Twitter, Kabilka avec un tiré du bas il me semble, où je partage pas mal de threads, pas mal de mes opinions. C'est un peu ma plateforme où je dis un peu ce que je veux, je vais pas vous mentir, où je débat pas mal, etc. On fait aussi des petits salons des fois entre femmes qui sont très intéressants, on discute, on demande des conseils. Donc s'il y a des
femmes qui veulent me suivre là-bas, c'est avec plaisir. Je vous mettrai tout d'ailleurs en description. Ouais, merci, gentil. Sinon, il y a aussi Instagram, où c'est un peu l'extension aussi du podcast, où je partage des extraits, des pensées, des écrits, tout ça. Il y a plein de choses, Inch'Allah, qui arrivent, qui, je l'espère, seront bénéfiques, parce que c'est un peu mon objectif, moi, depuis le début, de faire un peu de ma présence sur les réseaux sociaux, quelque chose qui va laisser une bonne empreinte, Inch'Allah, je l'espère. Donc voilà, Instagram, Twitter et mon podcast. À part ça, YouTube aussi, je vais commencer à mettre mes podcasts sur YouTube. Pour les petites personnes qui veulent me mettre en petit bruit de fond pendant les ménages. Mais voilà. Ok, de toute façon, comme je l'ai dit, tout sera en description, Inch'Allah. Merci beaucoup, Kenza, d'avoir accepté de faire cet épisode avec moi sur ce sujet aussi important, de nous avoir partagé tous tes précieux conseils. Et vraiment, je suis très contente d'avoir pu te recevoir sur Ça t'en parle. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, en parler autour de vous. Vous pouvez me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah. Merci pour votre écoute. Et encore une fois, les filles, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, à nous deux. Ils ont nos réseaux sociaux, etc. Et ce fut un plaisir de vous partager toutes nos petites pensées. Un plaisir partagé. Assalamu alaikum.